Alors, nous allons quitter le bassin méditerranéen pour nous diriger vers la Mésoamérique. Donc, j'accueille Stephen Houston, qui est professeur à Brown University de Providence, donc dans l'État de Rhode Island. Stephen Houston est professeur spécialiste de la culture maya, archéologue. Donc, il a fouillé 2 sites au Guatemala, El Zotz, et donc il a aussi achevé récemment des sessions archéologiques à Piedras Negras au Guatemala. Donc, je lui laisse la parole. Voilà, ici la version française. Alors, je voudrais vous prier de m'excuser de présenter en anglais, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est un grand plaisir d'être invité à prendre la parole ici, et j'ai intitulé ma présentation Une avancée par à-coups, le décodage de l'écriture maya, avec l'idée que le déchiffrement peut être vu comme des révolutions de la compréhension et de progrès incrémentaux dans l'exploration des systèmes d'écriture anciens. Et on est ici, bien sûr, en l'honneur de Jean-François Champollion, qui a déchiffré, comme on l'a vu hier, les hiéroglyphes égyptiens il y a environ 200 ans. Vous pouvez voir ici sa célèbre lettre adressée à M. Dacier, qui était le secrétaire permanent de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, ici à Paris. D'emblée, il est important de comprendre que, d'une certaine manière, le déchiffrement de Champollion sert de précédent à tous les déchiffrements, partout dans le monde. C'est très clairement une inspiration parce que c'était un travail d'une grande vivacité, d'éclat, élégance, puissance, la conception d'un système global d'analyse et des attributs de l'écriture, voire à titre purement personnel, la quasi-immortalisation de celui qui a proposé. Tout ceci nous a inspiré et m'amène à parler de ma situation et ma façon de déchiffrer depuis 40 ans. Vous avez ici un système d'écriture utilisé dans le nord du Mexique, en Amérique centrale, et vous voyez ici un enregistrement colonial du système d'écriture maya. Et on en parlera un petit peu plus tard. J'ai aussi eu le privilège de travailler ici à Paris avec Andreas Stauder pour examiner les caractéristiques des écritures égyptiennes et mayas. Alors pourquoi entreprendre une telle comparaison? Parce que, en fait, ce sont tous deux des systèmes hiéroglyphiques. Ils ne sont pas constitués de lignes angulaires ou lisses, comme on a vu ce matin. Ce sont des systèmes qui ont une masse, une forme, qui dépeignent les choses du monde d'une manière qui est innée, intensément picturale. Ils marient et intègrent le texte et l'image d'une manière différente des autres systèmes d'écriture. C'est pour ça qu'on veut les comparer. Une autre raison de l'importance de ce lien entre l'écriture égyptienne et maya, vous voyez ici Constantin Rafinesque. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui. Il est né à Constantinople et contemporain approximatif de Champollion. Il était également français. Alors, il a une âme d'exploration, d'explorateur, et il est arrivé ici dans le Kentucky, aux États-Unis, où il était professeur à l'université de Transylvanie. Ça n'a rien à voir avec la Transylvanie de Dracula. Rafinesque est finalement enterré dans son campus, sous une stèle qui porte l'inscription suivante: Honor to whom honor is overdue, c'est-à-dire honneur à qui l'a plus que mérité. C'est un extraordinaire chercheur, versé dans de nombreuses branches de la science, y compris la découverte dans l'écriture maya de la manière dont nous devons interpréter les signes des nombres. Ici, par exemple, 12 se compose de 2 barres, chacune pour des unités de 5, et 2 points, chacune pour des unités de 1. Il connaissait manifestement Champollion, et il en a parlé dans son université de Kentucky. Il lui a adressé une lettre académique officielle de la même manière que Champollion s'était adressé à M. Dacier, comme on a vu tout à l'heure. Malheureusement, Champollion n'a jamais reçu cette lettre. Il était mort un peu plus tôt, en mars 1832. Et je crois avoir compris qu'il reposait déjà au cimetière du Père-Lachaise, à quelques pas d'ici. Quoi qu'il en soit,
Les quelques lignes que Champollion a écrites sur l'écriture mexicaine étaient un peu dédaigneuses. Il n'avait peut-être pas compris les subtilités phoniques et sémantiques. On a parlé ici de ce qui avait été trouvé peu de temps avant. Donc il n'en comprenait pas les nuances. Mais je voudrais parler d'une notion plus générale ce matin. C'est qu'il existe réellement 3 modèles de déchiffrement dont on pourrait discuter. Le premier modèle, c'est ce que j'appellerais la vision héroïque du déchiffrement, du processus intellectuel, dans lequel nous ne nous intéressons pas seulement à un individu spécifique, mais à une sorte de persona, une sorte de rôle, un individu qui est plus présent, qui est un personnage performatif, proche du génie. Ici, vous voyez Champollion changer à travers sa vie et ses différents âges. Il est bien rasé dans sa bibliothèque. Ici, en 1928, il devient complètement intégré. Vous voyez ici, c'est ma photo préférée. On peut dire qu'il est totalement intégré dans le paysage, dans le pays, visite l'Égypte en costume indigène. Plus tard, on le montre comme une figure esthétique, méditant sur des objets égyptiens, sur son propre trône, près des grandes pyramides. Il est devenu le personnage de référence, le modèle pour les génies du déchiffrement. C'est le déchiffreur avec un grand D, une personne cruciale capable de passer d'une idée originale qui défie les idées préconçues à une vision entièrement nouvelle de l'écriture qu'il étudiait. Il a dépassé les signes pris individuellement pour une compréhension systémique d'un système d'écriture. Il fonctionne comme un moyen global d'enregistrement du son et du sens. Tout cela implique un éclair de génie, une inspiration soudaine qui se produit rapidement. Nous l'avons vu hier, un véritable écosystème dans lequel fonctionnait Champollion. Nous en venons au deuxième modèle de déchiffrement. Et c'est une photo de moi à Aguateca, au Guatemala, il y a environ 20 ans. Ici, je travaille à une vision plus banale du déchiffrement, c'est-à-dire que on examinait un texte récemment découvert, on espérait le traduire au cas par cas, et je dois dire que on n'était pas très fort. On avait un certain nombre d'outils anciens pour y procéder et puis des trouvailles récentes qui nous ont permis de lire cette inscription d'une façon incrémentale. Je voudrais parler aussi du fait qu'il ne s'agit pas ici d'une révolution comme celle de Champollion, mais plutôt d'une démarche qui s'appuie sur des travaux antérieurs. C'est un progrès lent, signe par signe, dans la compréhension d'un système d'écriture ancien. Il faut pour cela déterminer la motivation de chaque signe. C'est un travail intellectuel particulièrement critique pour les systèmes hiéroglyphiques qui décrivent le monde qui nous entoure, ou plutôt les peuples, les civilisations antérieures. Et ici, il s'agit de détecter le son, détecter le sens, déterminer pourquoi les signes ont l'apparence qu'ils ont. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de réconcilier ces deux modèles dont je viens de faire la description. On va essayer de concilier les déchiffrements héroïques et ceux qui sont progressifs, en démontrant que les deux sont nécessaires pour rendre compte de manière plus complète des systèmes d'écriture antérieurs. Pour cela, je vais me tourner vers Michael Coe, qui malheureusement est décédé. Il a fait un extraordinaire travail, c'était mon professeur à Yale. Et il estimait que plusieurs éléments devaient être mis en place pour améliorer les chances de déchiffrement. Il fallait une langue connue, bien sûr. Champollion avait compris le rôle crucial du copte en tant que forme descendante de l'égyptien ancien. Et ensuite, on arrive à ce qu'on peut appeler un biscript ou un triscript, et ainsi de suite, un système d'écriture connu qui accompagne les systèmes inconnus. C'est une entrée nécessaire. On passe de ce qui est lisible à ce qui pourrait être un texte agréable à lire. Alors, j'ai une diapositive sur les biscripts, triscripts, les bases de données qui vous donneraient un terrain de recherche très intéressant.
est très utile pour avoir une idée du contexte culturel. Quels étaient les intérêts saillants, dominants? Qu'est-ce qui serait le plus probablement enregistré, inscrit ici? Enfin, et c'est particulièrement vrai pour les systèmes hiéroglyphiques, il faut mettre en place des contrôles picturaux, un moyen de vérifier les preuves par recoupement. Et finalement, vous avez une image ici particulière, je me risquerais à dire que tous les déchiffrements impliquent des personnes, celles qui ont écrit l'écriture, celles qui l'analysent. Donc on a ici plusieurs protagonistes qui sont deux différents. Comme nous le savons, nous avons la vision du déchiffreur comme un génie travaillant dans la solitude la plus profonde, mais ce n'est pas forcément vrai. Il faut qu'il y ait un discours qui soit animé, il faut des conversations antagonistes quelquefois, comme entre Champollion et son rival anglais, Thomas Young. Ce phénomène se reproduit dans différents domaines et c'est cette rivalité qui donne l'impulsion au décodage. Mais il peut y avoir aussi des conversations plus amicales, comme ici mes talentueux amis David Stewart et Dmitri Belayev de Russie. L'intensité de leur relation est indispensable à un progrès soutenu. Il faut qu'il y ait une attention au système d'écriture en général. Et je suis convaincue que c'est pour ça qu'il est important de se réunir, comme nous l'avons fait ces 2 journées au Louvre, pour discerner les grands modèles et ce qui sont de vraies singularités. Voyons maintenant un code bien déchiffré, bien craqué, les glyphes mayas, utilisés plusieurs siècles avant Jésus-Christ et jusqu'au début de la période coloniale. Ce système d'écriture est utilisé et répertorié dans les villes tropicales d'Amérique centrale et du Mexique. Revenons au point soulevé par Michael Coe. Je le resalue ici. Bonjour Michael. À son diktat qui devait être mis en place pour un déchiffrement réussi. Ici, nous avons beaucoup de textes. Certains sont même très longs. Ils viennent de la ville de Dos Pilas au Guatemala, où j'ai fait mon doctorat. En ce qui concerne la langue, les exemples mayas qui attirent l'attention du public sont généralement ceux utilisés par les Yucatèques de la péninsule du Yucatan, avec quelques cas isolés au sud du Mexique. Vous avez ici le chaman ouhmen qui pratique un rituel agricole. J'ai utilisé le pluriel langue, je dis qu'il y en a plusieurs, parce que, selon certaines estimations, on compte 29 langues mayas distinctes, ou plus. Ce tableau, cette carte vous montre ici où elles sont situées, la taille de leur nom, l'étiquette correspond à peu près au nombre de locuteurs. Quelquefois, il y a beaucoup de personnes, et parfois peu. Et en examinant ces glyphes eux-mêmes, on comprend qu'il y a des particules individuelles qui révèlent une langue, qui semble avoir été la langue principale du système d'écriture. Vous avez un suffixe ici qui détermine une classe de verbes. Vous avez le suffixe « i », la syllabe. Je vous expliquerai ensuite comment on a défini ces syllabes. Et ça fait partie d'une classe de verbes qui ne peut être trouvée que dans l'une de ces 29 langues. C'est le Chorti. C'est un maya parlé proche de la frontière avec le Salvador. Et il y a environ 12 000 personnes qui parlent encore cette langue. Curieusement, cette frontière se trouve à la périphérie du monde maya actuel, mais le Chorti est presque certainement la langue haute de la plupart des rois et des nobles du Yucatan autrefois. Et ça nous a tous beaucoup surpris. Qu'en est-il du contexte et de l'environnement, l'autre dictat de Michael Coe?
Nous savons que les Mayas, qui ont créé ce système hiéroglyphique, vivaient dans les cours royales. Il y avait des rois entourés de courtisans, ils vivaient dans des palais. Ils s'intéressaient beaucoup à la guerre, à l'expansion politique, aux nécessités de la royauté sacrée. Tout cela se reflétait vraisemblablement dans le système d'écriture. L'autre élément à retenir ici, c'est comme tous les systèmes hiéroglyphiques qu'il existe des indices picturaux qui nous aident à décoder l'écriture maya. Je vais vous donner un exemple. C'est un pot de chocolat qui date d'environ 700 après Jésus-Christ. C'est probablement du nord du Guatemala. Et vous voyez ici, on ne peut pas vraiment déterminer la nature, mais il s'agit probablement des petits bois d'un cerf. Et c'est un anima qui est souvent utilisé pour les fêtes royales. C'est une fête assez sauvage. L'alcool était ingéré, évitant ainsi les maux d'estomac et la gueule de bois avec une seringue à lavement. Donc, sur le côté, vous voyez des syllabes. Vous avez pi et chi qui veulent dire chi ou cerf en maya. Alors, pourquoi on met cette information ici? Il y a ici un excès d'informations. Les Mayas utilisent ces images parce que ça permet un véritable défi aujourd'hui pour essayer de les interpréter. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend toujours pas. Coe a également mentionné ces biscripts. Champollion, quant à lui, était connu pour avoir un triscript, c'est-à-dire 3 systèmes d'écriture avec lesquels il pouvait travailler. Pour les Mayas, nous avons un document écrit en 1566. Vous pouvez le voir ici. Ce sont des mayaglyphes avec des glyphes mayas surmontés d'équivalents latins. Ça a été fait par l'évêque Diego de Landa au Yucatan. Et on a appelé ça pendant longtemps l'abécédaire ou l'alphabet. Les caractères latins étaient essentiellement prononcés comme une syllabe, mais là, il faut comprendre avec la pierre de Rosette que ça ressemblait ici à cette sorte de collision interculturelle des forces coloniales qui sont à l'œuvre. Alors, si on regarde la pierre de Rosette, on a une reconstruction spéculative ici. On peut retrouver un certain ordre à tout cela. C'est une hiérarchie qui est implicite, une hiérarchie de prestige déterminée par la position relative des systèmes d'écriture. Vous avez les inscriptions égyptiennes et ensuite les grecs tout en bas, compris dans les rues d'Alexandrie. Sur ce prétendu alphabet de Landa, on a des lettres latines et au-dessus des hiéroglyphes mayas et puis des indications subtiles de la forme d'écriture dominante dans ce contexte. Alors, voyons maintenant où est notre révolution dans le chiffrement des écritures mayas. On a toujours ici Yuri avec sa coupe de cheveux spectaculaire. En fait, ça commence avec notre propre Champollion, donc Yuri. Le point central est le Codex de Dresde, qui se trouve aujourd'hui dans la ville allemande du même nom et qui a été probablement produit vers 1450, d'après certaines estimations. Vous voyez qu'il est rempli d'images et de textes complémentaires qui renvoient les uns aux autres. Knorozov, Yuri Knorozov, qui est décédé il y a environ 25 ans, a repris l'alphabet de Landa, qui avait été rejeté par beaucoup de chercheurs. Mais Knorozov l'a pris au sérieux. Il a pu déterminer qu'il ne s'agissait pas d'un alphabet, mais d'un syllabaire composé de combinaisons de consonnes et de voyelles. Vous voyez ici dans ce document, on va regarder un élément particulier qui est la lettre K.
qu'on a écrit ici K-A et non pas C-A. La paléographie joue toujours un rôle important dans ce domaine. On a ici de l'écriture égyptienne. Il n'y a pas une seule période unique de l'écriture maya non plus. Donc on voit ici comment les formes ont changé dans le temps et on arrive à la période classique où la plupart des écritures mayas ont été enregistrées. À droite, ce que vous voyez, ce sont les éléments classiques des syllabaires de Landa. C'est son K, qui vient du glyphe pour poisson. Et bien sûr, comme tout poisson, il a 2 branchies. Alors, c'est absolument fascinant pour ceux qui étudient ces syllabes. Comment ont-elles été créées par les Mayas? Il est clair qu'elles ont évolué. Ça a commencé par un mot maya, comme par exemple feuille, qui se dit yop, ou la syllabe kai, qui veut dire poisson. Et ensuite, on coupe le dernier glide, le dernier contenu, et on garde que la première partie et la voyelle, ce qui aura produit la syllabe qui est employée dans ce système d'écriture. Alors, comment aller maintenant au-delà de cette liste très abrégée chez Landa? Alors là encore, on a fait des avancées extraordinaires. Knorozov s'est tourné vers un document auquel il a pu accéder sous forme publiée, le Codex de Dresde. Il offrait de nombreux liens étroits entre les glyphes et l'image. Voilà ce qu'il a fait avec un exemple ici qui est célèbre. Il prend une image. Ici, vous avez une dinde à gauche et puis un chien hurlant. Vous voyez quelque chose qui sort de sa gueule. Alors, on utilise ici des signes qui viennent du syllabaire de Landa. Vous avez la syllabe ku, et nous savons dans ce document qui date de 1556 que c'est la syllabe ku. Le chien, c'est loup. Ensuite, on regarde l'image qui accompagne le texte et on peut faire des conjectures. Peut-être qu'on a ici 2 contextes différents et donc on a conjecturé des glyphes manquants, le tsu dans les 2 cas, c'est-à-dire ku tsu et tsu lu, tsul. Donc c'est dinde et chien respectivement. Vous avez ici les suppositions et les suggestions tirées à partir de la pierre de Rosette, et on a ici le sens qui est manifestement ici une dinde et puis un chien au-dessus. Et puis on a pris le chiffre 11, Buluk, pour faire une connexion croisée des différentes significations. Et donc, Knorozov utilisait les 2 éléments pour confirmer cette lecture. C'était notre petite révolution, la raison pour laquelle Knorozov est perçu par beaucoup comme une figure héroïque, comme Champollion. Knorozov est donc notre Champollion, c'est une figure héroïque qui est impliquée dans la politique. Et il y a quelques semaines, il a été déclaré comme héros national. Il a même une statue en Russie. Donc on lui a dédié beaucoup d'honneurs, un peu comme Champollion. Et ce sont des figures qui nous accompagnent encore aujourd'hui avec leur rôle performatif. Alors, je vais revenir à notre couple très aimable et qui s'entendait si bien, Houston et Believ, mon ami de Russie. Nous avons vu dans les images précédentes la nécessité d'un discours actif. On peut commencer par un puzzle qu'on pense avoir résolu dans ce processus incrémentiel du déchiffrement. Alors c'est ici le sacrifice du cœur humain pratiqué par les Mayas, comme le montre cette image. Vous avez ici 2 figures de chaque côté, au centre un joyau capturé
pour qu'il soit plus agréable aux dieux. Et on voit ici que ça a été ouvert, le cœur est ouvert pour extraire le joyau. Donc c'est une démonstration d'art, mais qu'en est-il de la partie écriture? Alors on a ici des glyphes avec une main humaine qui tient une petite lame courbe. Vous avez le glyphe et l'image. Cette lame courbe a également un petit crochet et le signe maya de l'obscurité. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est une sorte de serpe extrêmement bien aiguisée qui peut servir à couper la chair humaine. Et donc, on imagine pour le dieu soleil qui va consommer le cœur. Ici, on peut essayer de comprendre l'art maya. On a en même temps, ou plusieurs années plus tard, le cerf dont j'ai parlé tout à l'heure. On a donc deux figures, la personne qui tient cette lame et de l'autre côté, une figure très claire et on voit que le dos a été lacéré avec un signe de blessure, probablement avec cette lame. Et là, on peut lire Hutar et probablement Yarpat, qui veut dire le dos blessé. Et sur cette image, on voit ici une écriture explicite. Et si on revient ici, on voit que tout ceci rend le texte tout à fait pertinent et tout à fait explicatif de l'image. Il y a une combinaison harmonieuse des éléments et qui est essentielle pour le déchiffrement. Alors, comment est-ce que on rapporte tout ceci à des mots et comment on peut évoquer des choses qui n'ont pas été enregistrées à l'époque maya? Ici, ça vient de Guatemala du Nord. C'est un pot qui porte des signes ou des symboles avec Kupoma, Yo, et deux autres signes, Ol et Ahin. Tout ceci peut se dire en anglais coupé par la lame de sacrifice le cœur du crocodile. Donc le cœur du crocodile a été ouvert. C'est fascinant parce que ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui vient de l'époque plus ancienne des Mayas. Et par le nom même, on comprend que ça vient des périodes antérieures des Mayas qui veulent commémorer une certaine date. Cela veut dire que nous avons des syllabes et nous avons plusieurs versions du nom. On peut utiliser des substituts qui ne montrent rien d'autre qu'une main qui tient une lame en obsidienne. Et on a dû probablement le terme « coupe » qui souligne la nature sacrificielle de cet acte. Et c'est à partir de là qu'on comprend tout le vocabulaire des fondements rituels. C'est un travail qu'on a fait ici il y a quelques mois. C'est jamais fini, c'est toujours en continu. Je dirais que les Mayas étaient fascinés par le sacrifice des crocodiles. Il y a probablement quelqu'un qui était présent et qui a vu ce crocodile sacrifié. On ne sait pas exactement quelles ont été les blessures, mais je pense qu'on le comprend. Alors j'ai appelé mon exposé une avancée par à-coup du déchiffrement. Vous aurez compris que c'est parce qu'il s'agit de révolution, comme Champollion, et de progression. C'est un procédé aussi fondamental et crucial par incrément, un processus difficile de décodage signe par signe. Derrière tous ces déchiffrements, il y a une immersion dans l'épreuve, une minutieuse séquence de sondage. Et ce processus ne s'arrêtera jamais. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Ma question porte sur la légende qui vient avec le pot de chocolat. Il ne serait pas superflu de garder cette légende. Mon collègue à côté et moi n'avons pas reconnu de cerf, donc on a des codes culturels différents. Oui, effectivement.
Je crois qu'on est tous d'accord que les cerfs ne sont pas toujours présentés comme ça. On n'aurait peut-être pas dû le spécifier, mais il y a beaucoup de choses qui permettent de mettre en parallèle telle créature et tel animal. Et on utilise les hiéroglyphes pour ça. C'est une conversation qu'on a eue avec Stauder. Les Égyptiens ont un peu ce même mode de spécification pratiquement excessive par rapport à ce qui est déjà montré. Et ça va nous permettre d'entrer dans l'ontologie des systèmes d'écriture, de comprendre ce qui est derrière ce processus mental pour la création de représentations graphiques. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que tout était à part, à côté ou en parallèle, mais tout finalement se parlait, se communiquait, un peu comme des couples, mais on garde chaque individu. C'est absolument fascinant. Le maya est une langue qui est toujours parlée en Amérique centrale. Ça nous donne une idée. Il y a toujours beaucoup de Mayas qui parlent cette langue. Oui, exact. On a beaucoup de langues mayas encore. Il en reste environ 28. Il y en a qui ont très peu de locuteurs, peut-être une cinquantaine. Et d'autres langues ont encore des centaines de milliers de locuteurs. Et ça permet de remonter les histoires de ces langues de façon très complexe, comme on a fait en Europe avec le grec, comme on a dit ce matin. C'est une ressource absolument fabuleuse. Et je ne dirai jamais assez qu'on dispose ici de données extraordinaires. Et je vous encourage tous d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et de commencer à vous tourner vers les Mayas. On a besoin d'aide. Il y a beaucoup de données encore à déchiffrer. C'est une excellente question.